Bienvenue, et puisque nous sommes lundi, traditionnellement, bonne semaine. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Bertrand Blier, auquel on ne saurait échapper si on va au cinéma, si on va au théâtre ou si l'on écoute la radio. Voici vos grosses têtes. Sybarite dans sa salle à manger, Sybarique dans sa cave, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est grâce aux malhonnêtetés des politiciens qu'il a pu faire honnêtement fortune, Jacques Maillot. Bonjour. S'il avait été boxeur, je l'aurais présenté comme un lourd léger, Bernard Mabille. Bonjour. Encore plus urbain que l'habitat, Philippe Chevalier. Bonjour. Sa palette est toujours aussi riche, mais elle use moins des pinceaux peignants, Amanda Lee. Bonjour. Alors, la vie ministérielle, c'est toujours assez croquignolet. Hein. D'abord, il y a un collaborateur de Fillon, et pas n'importe lequel, c'est le directeur adjoint de son cabinet. Oui. Il a été arrêté et puis relâché par les policiers, mais il a été viré par François Fillon. Oui. Voilà. Attendez, il était bourré, on l'a arrêté, il n'a pas eu de PV, non. Attendez, bon, il a été viré, qu'est-ce qu'on peut redouter de plus grave? Sur le moment. Attendez, en plus, il avait un nom prédestiné, il s'appelle Le Teigneux. Oui. Oh, c'est drôle, Le Teigneux. Non, mais s'il fallait virer tous les gars qui ont un coup dans le nez, au bâton, quand même. Ça ferait du chômage, hein. Ah bah oui. Donc, Borloo ne pourrait pas être le directeur de cabinet de Fillon, parce que sinon il serait viré sur le champ, pauvre Jean-Louis. Et puis, alors, Éric Woerth, la série... Démission. Monsieur Perroni, gardez-vous de hurler avec les loups. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? Le dernier épisode du feuilleton, parce que c'est un feuilleton, ça dure maintenant depuis 4 mois. Moi, j'ai laissé Plus belle la vie et je regarde Woerth. Il a reçu dans son courrier de maire de Chantilly, parce qu'il est aussi maire de Chantilly... Un pot de crème. Et quand je dis maire de Chantilly, c'est en deux mots. Oui, maire. Il a reçu au courrier, hier matin, une... Il y a du courrier le dimanche matin à Chantilly. Une cartouche de fusil. Oui. Oula, ça c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est menaçant. C'est une menace. Bon, parce qu'il serait... Avec un petit mot. Alors non, il y a juste la cartouche. Oui, parce que comme sa femme s'occupe des comptes en Suisse, il voudrait être maire de Bâle, ça ferait trop de balles. Et puis alors attendez, ça c'est un fait divers, mais enfin il est tellement attendrissant. Il y avait un jeune couple, et ça se passe chez nous, près de Grenoble. Il y avait un jeune couple qui était à la recherche d'un appartement. Ils n'avaient pas de très gros moyens. Et puis bon, le hasard a bien fait les choses. Par miracle, ils ont dégoté un 3 pièces cuisine bien situé dans la ville avec un petit jardinet. Et pour un loyer d'une modicité incroyable. Alors ils se sont installés et puis ils sont heureux depuis 2 ans. Sauf que la semaine dernière, le mari s'est avisé que la douche coulait bien, mais que le système d'évacuation fonctionnait mal. Alors il a pris un escabeau, puisqu'il n'est pas plus grand que moi, et puis il est allé voir ce qui se passait. Et là, il a découvert une caméra. Et puis, en allant en haut de la douche, c'est pour ça d'ailleurs que le système de clim fonctionnait mal. Et puis en allant dans la chambre à coucher, au-dessus du lit, il y avait une autre caméra qu'il avait perdue. Ah, c'est le propriétaire qui s'amuse. C'est le propriétaire qui se rinçait l'œil. Ah, c'est drôle ça, c'est pour ça qu'il louait pas cher. Ils avaient loué le studio de Love Story, alors. Dis donc, faut que je vérifie ma douche parce qu'elle coule pas très bien. Elle coule pas très bien ta douche. Oui, mais alors... Non, mais c'est pour ça que le loyer était pas cher, parce qu'il se payait en nature, le propriétaire. Il y avait des séances de cinéma gratuites. Oh, c'est rigolo. Oui, et qui était le propriétaire? On ne sait pas. Éric Woerth, peut-être, non? Il lui manque que ça. Maintenant, le coup de sang. Et le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Alors, je voudrais piquer un coup de sang contre moi-même qui n'ai jamais eu le culot de me présenter à la présidence de la République. C'est quand même génial d'être président.
Quand tu t'enquiquines le dimanche et que tu veux épater madame, tu passes un coup de fil et hop, jet privé, hélicoptère, voiture blindée, motard, militant pour le bain de foule, et tu te retrouves à Lascaux. Ne reste plus qu'à convaincre sa moitié. C'est quoi Lascaux, chouchou? Oh, tu connais pas Lascaux? Non, mais tu ne connais pas Lascaux. D'après mon ministre de la Culture, ce serait la maison de l'homme des cavernes, ma Carlita. Ah non, je refuse de passer l'après-midi chez Giscard. Mais c'est où Lascaux, chouchou? Ben dans le Périgord, tu passes le domaine des Bellemare et hop, 2 kilomètres à droite. Après le parc aux chèvres, c'est Lascaux. Carla, fidèle auditrice des grosses têtes, semble rassurée. En tout cas, t'as bien fait de pas privatiser un TGV. Il paraît que le train ne s'arrête pas à Libourne. Et on voit quoi, Lascaux, chouchou? Bah, des bisons, des cerfs, des bouquetins, des félins, un ours et même un rhinocéros. Pourquoi pas aller aux Eaux de Vincennes? C'est quand même plus près de chez nous. Car là, ce sont des peintures. Encore, je me suis déjà tapé celle de ton père. Des peintures de 18 000 ans. Oh, j'aime déjà pas Régine comme chanteuse, mais alors comme peintre. Il va toutes les faire. Après une visite fermée dans la grotte, enfin dans la grotte fermée en 63, et non pas dans la réplique Lascolande, réservée aux électeurs lambda, les privilèges ayant été abolis une certaine nuit du 4 août, Nicolas, apprenant de la bouche d'Yves Coppens que le site était régulièrement menacé par des attaques de champignons noirs, a aussitôt envoyé un SMS à son ministre de l'Intérieur. Brice, on oublie les Roms et on sauve Lascaux. Nous devons raccompagner tous les champignons noirs chez eux, en Afrique. Et que faites-vous le dimanche quand vous n'êtes pas président de la République? Ben moi, je suis allé à la fête de l'UMA. J'y avais rendez-vous avec Martine, une camarade de lycée, jolie brune en mini-jupe, qui n'hésitait pas, en travaux pratiques de chimie, à me souffler dans la pipette, me prouvant ainsi que tout corps mou, plongé dans un milieu aqueux, pouvait, subissant une succion de haut en bas, décupler de volume avant de retrouver son état originel à l'air libre. À l'UMA, rien n'a changé depuis que j'y allais écouter Isabelle Aubray, Catherine Ribeiro et François Béranger. Rien n'a changé. Le plan de la fête, offert par la maison Pernod, les bobs distribués par la maison Ricard, les t-shirts siglés Beaujolais Nouveau, les noms de rues, avenue Pablo Picasso, rue Elsa Triolet, square Salvador Allende, boulevard Ho Chi Minh, et les blocs de sanitaires, impasse UMP, ex-impasse RPR. Rien n'a changé. Le petit stand des enfants trouvés, l'immense stand des camarades perdus, et les débats, toujours les mêmes. Le patronat, c'est caca, tuer le temps entre deux grèves, réussir ses vacances en Corée du Nord, prononcer sans savonner le nom d'André Chacheng, Chacheng. Et sur la grande scène, le même Jacques Dutronc avec les mêmes chansons. Non, rien n'a changé, sauf ma copine Martine, aujourd'hui grand-mère, ratatinée façon buffet. La nature est cruelle qui fait flétrir la femme et fleurir l'homme. Alors mon conseil, dimanche, mieux vaut regarder Drucker. Merci, monsieur Mabille. Ce qui est étonnant avec Mabille, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Ah oui. Alors, il y a ceux qui sont dans l'actualité et ceux pour qui il a un vieux sentiment. Moi, j'aurais bien aimé visiter Lascaux. Ouais. Ça doit être bien. Oui, mais pas la grotte de... Lascaux. La grotte On te fait mettre une Charlotte, enfin, quand tu ramènes ta fraise. Est-ce que vous êtes déjà allé à la fête de l'UMA? Non, jamais, ils m'ont jamais invité. C'est dangereux quand même, Lascaux. Faudrait pas que notre président attrape les champignons, ce serait... Mais la grotte, elle est... Non, mais surtout qu'il reste bloqué. Alors Lascaux, attendez, Lascaux, on avait eu la première grotte, et puis on l'a fermée parce que, bon, les touristes ont mauvaise haleine. Grotte alors. Et Rossignol va là-bas, on a ouvert une deuxième grotte qui, elle, souffre de la vibration émise par les cars de touristes. Ah bah comme ma belle-sœur, la vibration, ça... Et on va ouvrir une troisième grotte. C'est pas vrai. Qui sera une réplique de la deuxième.
On va Alors, aller ils jusqu'où? trouvent des peintres qui reproduisent à l'identique. Oui. C'est extraordinaire, ça, oui. Oui, ils font des calcomanies. Oui, ou des calcomanies. Il y a Et 300 000 pourquoi touristes on par ferait an. pas la grotte de Lascaux à Paris où il y a beaucoup plus de monde qui passe? Mais évidemment. Pourquoi on ferait pas des reconstitutions de musées comme ça avec Et alors, le Beaubourg de Metz, Oui. Ah bah oui, le Beaubourg de la Sorbonne d'Abu Dhabi. c'est vrai. Là-bas, ils n'ont plus rien à se mettre. Ils sont à Abu Dhabi. Oui. Alors on va gros encore parler de la Lune puisque nous allons évoquer le salon de l'érotisme à Nice. Voilà. Bel enchaînement. Encore? Oui, Voilà. mais alors c'est un salon nouveau et puis j'ai réussi à persuader une des vedettes de ce salon de venir nous voir. Naturellement, il y aura ce petit coup de sonnette qui annonce Les oreilles que chastes. nous allons traiter de sexe, mais avec la pudeur et le tact qui nous caractérisent. Faites entrer Madame Katsumi. Voilà, charmante. Alors, longtemps, il n'y a que ses intimes qui ont pu la voir habillée, puisque elle était une grande vedette, star du X, on peut le dire. Hein. Je fais toujours du X. Toujours du X. Non, mais ici, on n'est pas équipé. Et... Parlez pour vous, on sait pas qu'on est contre. Moi, je fais même plus que ça. Je fais XXL, d'après ce qu'on m'a dit. Non, elle a un CV, qui est plutôt d'ailleurs un QV, qui est Vous voulez m'engager peut-être? extraordinairement fourni, puisque elle a fait Sciences Po avant de montrer la sienne. Vous êtes diplômé de Sciences Po? J'ai fait juste une année. Donc, Une année, voilà. oui. Bon, quand même. l'X. Ouais, je m'en suis sortie avec le X. Oui. Non, mais il n'y a pas tellement de débouchés après à Sciences Po. Tandis que là, bon, en plus, c'est une carrière internationale, comme il n'y a pas tellement de dialogue. Hein. Non, mais c'est surtout un petit marché en France, même s'il y a de très belles productions. C'est un petit marché avec des gros cochons. Hein. On est plutôt bien. Ouais, ça va, on est bien placé en France. Comment se présente le salon de l'érotisme à Nice? Est-ce que c'est différent d'un sex shop? Oui, même si les sex shops d'ailleurs évoluent, le salon de l'érotisme, donc en l'occurrence qui s'appelle le salon Erotica Dream, a pour but de s'ouvrir au grand public, majeur bien sûr, mais d'encourager les couples et les femmes aussi à venir. Donc c'est vraiment un lieu de divertissement. Vous avez des navettes Nice-Cannes? Oui. C'est convivial, c'est festif et il y a la possibilité pour mesdames d'ailleurs de s'acheter de la lingerie, des sextoys et de passer un bon moment. Tous les ans, il y a un salon de l'érotisme. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme nouveauté dans l'érotisme? Parce que C'est le God Michel qui parle. c'est un petit peu toujours la même chose, non? Ah, c'est pas mal on est très ça. inventif, justement. Le sextoy qui parle. Qu'est-ce qu'il pourrait dire alors? Qu'est-ce qu'il dit? Plus vite, Encore. Oh là là, je suis perdu, c'est la grotte de Lascaux. Mais non. Allume la lumière. Non, il y avait le sextoy musical. Il y en avait un qui jouait l'ouverture du Trouvert. Oui. Vous avez le God presse-papier? Vous êtes mieux informé que moi finalement. Et il y avait celui de notre regretté camarade Sevran qui faisait la chance aux chansons. C'était un grand moment. Non, mais c'est vrai, donc il y a des nouveautés, il y a des choses qu'on Oui, n'avait en pas divertissement, il y a des spectacles. Encore une fois, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, justement, il y a des cours d'effeuillage, de pole dance aussi. C'est vraiment Il y a des devenu un mecs à phénomène. J'appellerai Oui, il ma y a de copine très qui beaux s'appelle mecs. Marguerite. Oui. Vous voulez dire que Je vous donnerai une... la veuve octogénaire qu'on rencontre sur la promenade des Anglais pourra se familiariser avec le striptease. Voilà. Non, mais vraiment, c'est... Alors, vous avez l'air de dire qu'il y a une majorité de femmes quand même. Une majorité, non. Il y a vraiment, justement, il y a un équilibre entre hommes et femmes. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on pensait que ce genre d'événement où tout ce qui était lié à la pornographie, à l'érotisme était dédié aux hommes. Attendez, Katsumi. S'il y avait autant d'hommes au sens viril du mot que de femmes, est-ce que les femmes auraient besoin de sextoy? Ah, je suis pas d'accord. On peut très bien se faire plaisir sans mec. Et ça n'a rien à voir avec la frustration. Dans le bus, dans le métro. Oui, c'est un petit extra. Quand le mari est au travail. Il y a des sextoys qu'on porte sur soi. Oui. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait là? Oui, bien sûr. Bah ouais. Au moment où je prends un pied terrible. Le seul problème, c'est que vous commencez par vous acheter des plugs. un sextoy, quoi. Et à force de vous en servir, vous avez besoin d'un appareil Audica.
à la fin. Ah ouais. Ah bah oui. Donc ça fait 2 appareils à acheter, c'est onéreux, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors peut-être que la différence... Ah, Jacques, tu te surpasses. Hein. Dit-il avec un air innocent. Peut-être que... Oui, mais il est innocent. Il y a clair. Je plaide non coupable. Peut-être que je précise que j'aurais... la manifestation est plus festive parce qu'on ose y aller alors que dans un sex shop, on entre à reculons pour faire croire qu'on France, est entré vrai. par erreur. Hein. En Oui, on France, se cache les sex un shops petit sont peu. encore un peu... Oui. Si vous allez dans les sex shops à Londres, par exemple... C'est glauque, comme on dit, le sex Non, shop. C'est un peu crade, oui. C'est en train de changer. C'est en train de changer, Oui. heureusement. Mais là, ça se passe à Justement, Nice grâce et le aux maire va sextoys. venir l'inaugurer. C'est Estrosi va venir. Alors je Ah sais oui, pas c'est le si ministre de le maire va l'Industrie. venir. Il y aura une Bah, conférence de presse. C'est et donc bien de faire ça à Nice parce que vous avez la paix à Nice. Le salon a lieu du vendredi au dimanche, est ouvert en journée et en soirée, Ah ouais. donc de 15h à 2h du matin. Et vous c'est pourrez me ouvert tard. retrouver donc sur place, bien sûr. J'ai aussi un stand de lingerie puisque je viens de lancer ma marque de lingerie Petit Cœur. Donc, mesdemoiselles, si vous vous sentez d'humeur coquine, c'est le moment. Quittez le petit bateau, prenez le petit cœur. Sagaspray, le bain de bouche, nouvelle génération. Sagaspray vendu en pharmacie. Gérald Messadier, son nouveau livre. Séti Ier est mort. Dans le palais royal, 2 garçons de 5 ans. Lequel deviendra Ramsès II? L'enfant de lignée royale ou le bâtard? Qui sera le dieu vivant? Ramsès II l'immortel. Vivez l'épopée du plus grand des pharaons. Ramsès II l'immortel, de Gérald Messadier, aux éditions de l'Archipel. Quelles sont les chances de Benoît de séduire sa voisine de train? Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes tellement jolie dans la lumière du matin Qu'on m'a déjà demandé en mariage et même épousé, oui. D'ailleurs, voici mon mari et là, c'est son siège. bonjour, monsieur. Ah, c'est pas gagné. Benoît a bien plus de chances de faire une bonne affaire. En septembre, Renault Scénic DCI avec navigation est à 17 299 €. Offre non cumulable pour un Scénic Pépite DCI 85, incluant 500 € de prime à la casse Renault pour la reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans. 500 véhicules disponibles. Conditions sur Renault.fr. Allô, la Française des Jeux? Oui, c'est Ariel Dombal. Je vous ai appelé hier et avant-hier, oui, peut-être aussi. Voilà, j'ai joué à Joker Plus avec l'option plus ou moins 1 et je voudrais être sûre d'avoir gagné même à un numéro près. Bon, un seul petit numéro, en plus c'est celui d'à côté. Vous me confirmez? Ah, vous êtes adorable. Bon, on se rappelle. Avec la nouvelle option plus ou moins 1, quand vous avez perdu à un numéro près, vous avez gagné Joker Plus. Mettez encore plus de chance de votre côté. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bleu Ciel d'EDF présente les interrogations. Fait pas chaud, hein? Non, fait pas chaud. T'as bien fermé la porte? Oui. T'es sûr? Ah oui, je te dis. Et les fenêtres? T'as vérifié les fenêtres? Aussi. T'as baissé le chauffage alors? Ah non, j'ai rien fait. Mais alors pourquoi il fait pas chaud? Parce qu'il fait froid. Et si vous faisiez appel à Bleu Ciel d'EDF pour bénéficier de conseils pour vos projets de travaux d'isolation et de chauffage et être mis en relation avec des professionnels qualifiés? Contactez votre conseiller EDF Bleu Ciel au 39 29, 5 centimes d'euros TTC la minute hors surcoût éventuel selon opérateur ou rendez-vous sur edf.fr. EDF, changez l'énergie ensemble. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec aujourd'hui Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Philippe Chevalier, Amanda Lear et puis aussi leur invitée surprise, l'actrice de film X, Katsuni. Non mais elle est très forte. Moi, la dernière fois que j'ai fait une émission avec vous, je me rappelle, elle avait fait une démonstration avec une banane. Oui. Et, épluchée évidemment, et elle avait envalé en entier la banane. C'était je suis magicienne. spectaculaire, oui, c'était J'ai spectaculaire. des talents de magicienne. C'était gorge profonde alors. Oui, Jean, comme ça. Oui. Oui, mais J'ai la mode essayé est à la maison, je me suis étouffé. La mode est La différence avec gorge profonde, c'est que la banane, c'est plus nourrissant. Hein. Dites-moi, j'ai vu que vous aviez participé au film X, le plus cher du monde. Oui. Mais comment on Qui peut dépenser s'appelle Pirates. beaucoup d'argent pour quelque chose où il y a si peu de costumes, Regardez le film, vous comprendrez. C'est un film qui parodie avec justement avec beaucoup d'humour le film Pirates des Caraïbes. Et bon, forcément, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Une équipe qui est issue du traditionnel. On a construit un bateau vraiment Qu'est-ce que c'est pour vous un effet spécial? Et ça marche tout seul. Dans le donc pour nous, c'est vrai qu'on en fait malgré nous. Vous vous souvenez de dialogues que vous avez eu à dire dans ce genre de film? J'avoue, je n'avais pas une grande part de dialogue aussi parce que le film est en anglais et mon accent français est très lourd. C'était joué bouche fermée. Oui, alors. je me rappelle, c'est Tu le sens, mon gros Big Ben.
Ça va pas tout tenir à l'intérieur, des dialogues comme ça. Non, mais parce que bon, l'onomatopée est internationale, le borborigme aussi. Je veux dire qu'un soupir de satisfaction, tout le monde comprend. Hein oui, c'est vrai que c'est presque de l'espéranto. Non, mais l'intérêt de ce genre de film, c'est de faire rêver par l'image. On n'a pas la prétention de faire de la littérature. On est quand même là pour faire rêver. Est-ce que on rêve, nous. Est-ce que vous pensez parfois au moment où ces films seront projetés en 3D et où l'amateur avancera la main pour toucher? J'ai vraiment hâte. Ça sera bien. Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Pour voir les... Oui. Belle oh là là 3D. Oh là là je ne suis que raideur. Non, mais elle a raison. Bien sûr, ça va être sympa. Oui, mais c'est pas parce que c'est en 3D qu'on peut toucher. Non. Non, tu tends la main dans le vide. On tend la main dans le vide. Tu tends la main dans le vide. Mais le relief n'est pas loin. Et ce jour-là, ça peut aussi faire peur. J'imagine que certaines personnes risquent de... Parce que si vous avez un petit appartement, si Freddy sera sur le palier, lui, c'est sûr. Ça peut faire peur, oui. Il la passera sous la porte. Vous avez tourné avec Sifredi? Oui. Alors c'est le charme italien. Il est très gentil. Vous appelez ça le charme italien? Il m'a parlé en italien pendant toute la scène dans le creux de mon oreille. Faut bien qu'il rentre. Amanda le connaît bien, visiblement. Vous devez être belle-sœur. Non, pas du tout. Je l'ai rencontré. Il est gentil, il est rigolo. Très intelligent et il est rigolo. Qui a vraiment une carrière unique. Il a monté beaucoup. Enfin, je veux dire, il a fait une belle progression. Nous avons un connaisseur. Il disait lui-même, il a mis longtemps pour faire son trou, mais il est arrivé. Après, il a fait le trou chez les autres. Mais pas complexé par... je crois qu'il a pris d'ailleurs ses distances avec ça aujourd'hui, mais par la répétitivité de l'exercice qu'on demande aux étalons. Non, parce que dès qu'il est dans un studio, il faut qu'il ôte son pantalon et qu'il se mette à l'ouvrage. Hein. Vous savez, Philippe, on s'y fait. Hein. Non, quand on aime ce qu'on fait, on n'est jamais blasé. Si on n'aime pas, ça marche pas. Ce qu'il faut pas mentir. Dans ces cas-là, c'est toujours le travail léché. Finition main. On ne ment pas. Voilà, alors je vous rappelle que ce salon de l'érotisme aura lieu au parc Acropolis de Nice du 24 au 26 septembre. Nous irons tous en charter spécial. Et que vous pourrez rencontrer Katsuni, dont le CV indiquera bientôt que non seulement elle est sortie de Sciences Po, mais qu'elle va sortir de l'image. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à 18h, vous êtes dans le grand studio de RTL avec les grosses têtes de Philippe Bouvard. Voilà, autour de moi, au salon des grosses têtes, qui est infiniment plus correct, j'ai pu réunir aujourd'hui Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Amanda Lear. Présente. Et Philippe Chevalier. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, dont la venue est toujours un événement sympathique chez nous, il fait une double rentrée avec un film sur la lutte contre le cancer et avec une pièce de théâtre sur la lutte des classes. C'est Bertrand Blier. Asseyez-vous, monsieur Blier. Et puis, merci de soustraire quelques instants dans une campagne de promotion qui doit être harassante, puisqu'il faut à la fois parler d'un film et d'une pièce. Hein. Oui, mais j'ai fini, là. Oui. Tout est sorti. Vous pouvez vider vos poches. Vous voulez voir ce que dans les poches? Voilà. D'abord, combien d'argent avez-vous sur vous? Pas beaucoup. Les droits d'auteur viennent plus tard. Hein. Oui. Vous voulez voir mon pognon, vraiment? Ah oui, il est très curieux. J'en ai un peu aujourd'hui. Quand même, compte à dire un peu pour vous, 300. Ah, ouais, attendez. C'est le record, presque. C'est le record. Ah non, il y a eu plus. Non, moi, un jour, j'ai fouillé, j'avais plus de 300. Mais c'est parce que moi, je porte toutes mes économies sur moi, parce que j'ai pas confiance dans les banques. 300 €, là, c'est pour la vie quotidienne. C'est ce que donne la billetterie de temps en temps, oui. Bon, quelques photos de famille. J'ai une photo de ma fille. Bon, des papiers. Un portable, papier d'identité, clé. Et clé. Pas de pipe. Pas plus.
Non, la pipe arrêtée. Non, j'ai pas arrêté, mais j'ai ralenti. J'ai ralenti beaucoup de choses. Écrivez-vous toujours vos films en pensant d'abord à Gérard Depardieu? Oui, pour tous les rôles, hommes, femmes et animaux. Jean Dujardin a-t-il accepté facilement un rôle dramatique dans Le bruit des glaçons? Oui, bien sûr. Parce que c'était pas son registre jusqu'à présent. Oui, mais comme Jean Dujardin est un grand acteur et qu'il avait fait plutôt des comédies, sauf Contre Enquête, qui était un film noir, mais il avait envie de faire ça, oui, c'est normal. Tous les acteurs amusants ont envie de jouer des rôles très lourds, très noirs. Oui, ils considèrent même que c'est un plus dans leur carrière. Hein. Ah, ça élargit la palette. Parce que le comique n'est pas très considéré chez nous. Hein. Il n'est pas très considéré, mais il est plus rémunérateur. Est-ce que les comédiens que vous engagez ressemblent souvent à leur personnage? Ah, je ne sais pas, bonne question. Oui, c'est vrai, souvent. C'est-à-dire que quand on va vers eux, c'est parce qu'ils évoquent quelque chose qui est déjà sur le papier un peu. Oui, mais alors ça diminue... Si on veut un gros, par exemple, Ça diminue à la fois le mérite de l'acteur et le mérite de l'auteur. Non, parce que l'auteur doit aller vers des gens qui l'ont inspiré. Parce que souvent, on écrit pour les acteurs. Et après, si on n'a pas l'acteur qu'on a souhaité, on en cherche un qui ressemble. D'où viennent vos angoisses et vos accès de neurasthénie? Elles viennent de l'enfance. C'est les angoisses de mon père et de ma mère. Vous auriez pu vous en libérer à l'âge adulte. Mais je m'en libère, mais vous voyez comme je suis jovial. Comment conciliez-vous votre phobie de la foule et votre ambition d'attirer un maximum de public? Pour attirer, quand il y a du public, je ne suis pas obligé d'être dedans. Non, c'est vrai. Mais enfin, quand on fait des premières, ça doit être très stressant. Hein? Oui, mais c'est la fameuse histoire de l'acteur, des timides qui deviennent acteurs. On est tous des timides, et c'est pour ça qu'on s'expose avec autant d'impudeur, acteur ou metteur en scène ou auteur. Et on est content de rentrer chez soi après, d'être tout seul. Mais il y a des moments de jubilation à être exposé. Est-il plus difficile de trouver le financement pour un film sur le cancer que pour un film d'amour? Ah oui, très difficile, parce que le bruit des glaçons, ça a été un film à propos duquel tout le monde me disait c'est magnifique, le scénario est extraordinaire, mais malheureusement on va pas pouvoir le produire, et personne n'en voulait, et par cause de ça, évidemment, un type atteint d'un cancer... C'est pas très convivial, donc voilà, on a eu du mal, oui, beaucoup de mal. Jacques Rosemary est mort, sinon il vous aurait trouvé le pognon. Existe-t-il des pièces qui plaisent au public et qui déplaisent à la critique? Écoutez, j'en connais une, moi, qui a été dans ce cas-là. C'est ma première pièce, Les Côtelettes, oui. Ah oui. Ça a été fantastique parce que j'ai jamais été aussi insulté par la presse. Insulté avec un petit i, mais insulté quand même. Et par contre, le théâtre était plein, alors on était moyennement triste quand même. Oui, mais enfin, c'est mieux que le schéma inverse, parce que absolument. S'il n'y a que la critique qui aime, ça fait pas des grosses recettes. Oui, ça c'est comme d'avoir un papier à la une de Libération, c'est très un bon papier, c'est très mauvais. Est-ce que pour un cinéaste de faire tourner sa femme, ça peut détruire son couple? Absolument. Mais il y a d'autres trucs qui peuvent détruire. Pour plein de gens qui ne font pas de film avec leur femme et qui sont dans une merde absolue. Ça vous est arrivé, mais très souvent, quand un cinéaste est marié avec une comédienne, la comédienne espère de son mari un rôle. Oui, c'est un gros sujet de querelle, d'ailleurs, oui. Regardez, notre cher Claude Chabrol, qui vient de disparaître, a beaucoup fait tourner Stéphane Audran quand il était son époux. Bien sûr. Oui. Il avait raison, d'ailleurs. Hein. Mais une femme son mari ne ferait pas tourner pourrait également le quitter. Hein. Elle pourrait, lui faire la gueule, et deux, le quitter avec un autre metteur en scène. J'espère que vous aimez le tennis, ses règles, ses échanges de balles. On va vous soumettre à une petite rencontre et je vais demander à Philippe Chevalier de bien vouloir l'arbitrer. Très bien. En se hissant sur le siège qui lui permettra de dominer la situation.
voyez, c'est des balles que j'envoie, que vous me renvoyez, et là, C'est pas souple, hein. je ne vous fais confiance. Bertrand Blier, comment et de quoi vit-on quand on ne tourne pas, comme vous, pendant si longues années? On touche des droits sur les autres films voilà, et puis on écrit des choses et on a des contrats et on ne fait pas les films, mais quand même c'est un métier quand même. Et on fait travailler sa femme? Oui, bien sûr, mais elle ne travaille pas suffisamment. Mais oui. Ils sont cossardes. On fait des pubs, non? Non, j'en fais plus, je suis trop âgé maintenant. Peut-on dire que vous êtes le dernier des provocateurs? Ben, j'aimerais bien ne pas... Non, je ne suis pas le dernier, mais d'abord, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais en effet, je suis un peu isolé, oui. D'ailleurs, j'ai vu que Thierry Ardisson allait publier le dictionnaire des provocateurs, ce qui semblerait indiquer qu'il y en a plusieurs quand même. Hein. Il y en a eu. Il parle des morts aussi. Oui, il y en a eu beaucoup. Il parle des morts, oui. Monsieur Larbé. Alors, 1 point pour Monsieur Blier, pour l'instant. Regrettez-vous le temps où vous étiez le cinéaste par qui le scandale arrivait régulièrement? Ben, j'ai pas fait tellement scandale. J'ai fait scandale une fois d'une manière énorme. J'ai mis ce qu'on appelle une très grosse main au paquet au public. C'était les valseuses. Et puis après, bon... quand même. Calmos. Il y a eu Calmos, oui. Il y a eu Tenue de soirée aussi. J'ai fait froid aussi. Oui, j'ai fait 19 films, ils sont pas tous... Il y en a beaucoup que je peux montrer à mon fils, quand même. Pas encore tout à fait à ma fille qui a 10 ans, mais... Oui, bon, il suffit de les laisser grandir. Non, il suffit de mettre une main devant les yeux de temps en temps. Monsieur l'arbitre? 2 points pour Monsieur Blier. C'est pas ce que tu fais, toi. Ben si, je suis à ce que je fais, seulement je suis myope, hein, je vois pas ce qu'il y a de marqué sur l'écran. Alors, voici donc un film sur le cancer et une pièce de théâtre sur la misère sociale. Hein. D'ailleurs, l'idée qui a fourni le titre, désolé pour la moquette, est assez originale parce qu'il y a parfois de la moquette sur les scènes de théâtre, mais elle n'a pas une valeur symbolique. Hein. Oui, là, c'est une pièce qui parle uniquement de la moquette pendant 1h30. C'est de la Thibaud. Vous auriez pu intituler ça Saint-Maclou. Oui, mais nous avons un fournisseur qui nous change notre moquette de temps en temps parce qu'il y a faut la changer. Elle doit s'user, hein. Non, c'est pas ça, mais il y a du résiné dessus. Ah oui. Quand même, tous les soirs, on bousille quelques mètres carrés. Alors, ces mètres carrés de moquette représentent notre société, avec d'un côté les riches, de l'autre côté des pauvres. Enfin, une riche et une pauvre. La riche, c'est Annie Dupéret. La pauvre, c'est Myriam Boyer. La riche, elle n'est pas riche, elle a une maison, c'est tout. Oui, enfin, elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Elle est au chaud. Oui. Et pourquoi la clocharde ne veut-elle pas échanger avec celle qui est à l'aise? Ah ben, faut pas me poser des questions sur la psychologie de la pièce, car il n'y en a aucune. C'est quand même construit sur un schéma de comédie. Et il se trouve que au théâtre, c'est amusant de changer les personnages de place. 3-0 pour Monsieur Blier, qui se maintient bien. C'est-à-dire 3 pour M. Blier et 0 pour votre camarade. pour M. Bouvard, voilà. Qui pose pourtant de très bonnes questions, mais qui va certainement réussir à avoir un point en fin de parcours. Oui, je vous le conseille. Hein. Oui. Joue pas au con, toi. 3 partout. Restons dans les limites de la vraisemblance quand même. Hein. Quelle est votre action personnelle pour lutter contre la misère sociale? Je fais comme tout le monde, des dons, mais j'ai pas d'action personnelle, non. Non. Vous n'allez pas visiter... C'est pas tout à fait mon truc, non. Mais d'ailleurs, je me sens coupable. Est-ce qu'il existe une gauche cinéma comme il y a une gauche caviar? Il y a une gauche caviar cinéma, oui. Oui. Oui, bien sûr. Mais pratiquement tout le monde est de gauche dans le cinéma. Comment je parle des artistes, je parle, bien sûr. Quelquefois, quelques producteurs. Oui. Ils mentent. Oui. Ils en mettent à gauche. Moi, je connais pas de producteurs de gauche, mais enfin, ils prétendent être à gauche, mais ils l'ont été dans leur jeunesse. On en connaît. 2 points pour ce très bel aveu de M. Blier. Donc 5-3. C'est plus de l'arbitrage, c'est du faillotage.
Vous aviez 3 points tout à l'heure, Philippe, que vous avez acquis d'un seul coup. Vous les gardez. On dirait que ce match est arbitré par Eric Worth. Démission, démission, démission. Myriam Boyer succure-t-elle vraiment le nez en scène? Oui, absolument, oui. Et Annie Dupéret aussi, elle y prend goût. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'elle mange les boulettes après? Elle mange, oui. Oh. Elle mange les boulettes. Ouais. 1 point pour moi. Pourquoi déconseillez-vous d'employer du papier journal aux toilettes? Ah non, mais je ne le déconseille pas, mais il se trouve que le personnage il y a une des 2 femmes qui raconte qu'elle se torche avec Paris Turf et que donc son cul est plein d'encre d'imprimerie et que ses copains viennent faire leur tiercé en regardant ses fesses. Ah oui. 6-3. Est-il exact que vous ayez, après le premier montage, changé radicalement la fin des valseuses? Exact, tout à fait exact, oui. Parce qu'il y avait un distributeur américain qui... Il faut rappeler les choses. À la fin du film, les personnages mouraient. C'est-à-dire qu'ils se plantaient avec la bagnole dont ils avaient cisaillé la roue au début. Et ils allaient se foutre en l'air dans un ravin. Et quand le distributeur, un merveilleux distributeur américain qui s'appelait Rugoff, a vu le film, il est sorti et il m'a dit j'achète le film. Et voilà, on était heureux, mon producteur et moi. Et le distributeur américain ajoute mais il faut couper la fin. Parce que les personnages sont trop sympathiques, on n'a pas envie de les voir mourir. Je lui ai tendu la main, je lui ai fait OK. C'était aussi simple que ça. Je suis retourné au montage. J'étais tellement heureux que mon film sorte aux États-Unis que j'ai coupé la fin, j'ai remixé, j'ai fait une nouvelle musique, etc. C'était courageux quand même, parce que généralement l'auteur reste sur ses positions, il a fait ça dans le bronze. Oui, mais moi je ne suis pas un auteur comme ça. Je n'attache pas une telle importance au cinéma et à ce que j'écris. Faut bien vivre. Alors 7 points pour Monsieur Blier. Que se passait-il derrière la caméra pendant le tournage des Valseuses? C'était pas derrière que ça se passait, c'était devant plutôt. Et puis le soir surtout, après le tournage. Voilà, oui. Alors là, après le tournage, nous avons eu beaucoup d'incidents. Nous avons eu par exemple une épidémie de Morbach. Ah bon? Oui. Parce qu'il y avait... Parce que tout le monde couchait avec tout le monde et donc il y a eu une C'était des morpions baladeurs, oui. Oui, voilà. C'est-à-dire que les acteurs étaient exactement dans la vie comme dans le film. C'est bien parce qu'ils y croyaient davantage et il y avait une bonne cohésion dans la troupe. Très bonne cohésion. Ils dormaient avec leur costume, c'est-à-dire que Depardieu, il n'enlevait pas son blouson parce qu'il tombait le soir dans son ivre-mort. Donc il était toujours raccord. C'est sympathique, ça. Bonne ambiance, très bonne ambiance. Difficile 8 points pour Monsieur Blier. Est-ce la première fois que, à la fin d'une comédie, les personnages évoquent, se posent des questions sur le talent de leur auteur? Ah, je ne sais pas, mais ça... C'est original, ça. Hein? Oui, ça me plaît bien, oui. Ça fait beaucoup rire les gens, ça. Eh bien, 9 points pour Monsieur Blier, qui n'arrête pas de... Oui, dites, vous dormez un peu, l'arbitre. Non, pas du tout. Ben non, mais c'est-à-dire que... Je te l'avais dit. Mais non, je me mets au diapason du... Faut arrêter l'exomile, mon petit Philippe. Je sais que je suis pas de l'après-midi, moi je suis du matin. Et enfin, quand on filme les coulisses d'un de vos tournages, est-ce qu'il y a beaucoup de choses immontrables? Oui, il y a des choses, mais enfin, on demande toujours un accord aux acteurs. Oui. Parce que c'est souvent les acteurs qui se déshonorent dans les making-of. Alors ils demandent après, il y a un premier making-of très très bon qui est à usage interne, et ensuite les acteurs demandent à couper des choses, et donc le public ne voit qu'une partie assez raisonnable. Et enfin, est-ce qu'il faudrait, comme vous le souhaitez plaisamment, que le gouvernement crée un impôt moquette pour que les trottoirs soient plus accueillants aux SDF? Voilà, je me fous de la gueule des politiques quand même. Hein. Oui. Il faut faire attention, ils sont capables de le faire. Hein. Eh bien, 10 points pour Monsieur Blier, 3 points pour Monsieur Bouvard. Et on va mettre 5 points à l'arbitre pour qu'il descende tranquillement. Voilà.
Alors naturellement, quand nous avons un invité d'honneur, et surtout un invité d'honneur qui représente une dynastie du spectacle, on fouille avec Éric Laverdin dans les trésors de notre sonothèque et on trouve, parce que Bernard Blier occupa votre place voilà bien longtemps ici, on trouve le récit qu'il nous avait fait de ces facéties de soldats. J'avais une plaisanterie qui était curieuse que je faisais pendant que j'étais militaire. Il y avait un gars qui dormait tout le temps, ce que je trouve très normal, et non, on lui mettait pas le doigt, non, c'était pas pour le faire, non, c'était bien plus méchant que ça. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, on se levait tous en silence, et dans le noir, il y en avait un qui lisait, il y en avait un autre, 4 autres qui jouaient aux cartes, etc. Et le gars se réveillait. Et il entendait Belote, 10 de Der, etc. C'est un bon bouquin, ouais. Dans le noir, total. Et ça donnait « Merde les mecs, je suis aveugle !» Très cruel. Allez bien. Qu'appelez-vous la face cachée de votre talentueux et regretté papa? La face cachée? Oui. J'ai employé cette formule? Oui, pour décrire ce qu'on ne soupçonne pas, évidemment, chez lui, une certaine violence, même dans le cadre privé. Oui, c'est-à-dire que depuis un certain temps, je crois que c'est un phénomène du vieillissement. C'est que quand on prend de l'âge, on a l'enfance qui vous remonte dans la gueule à toute vitesse. Les souvenirs d'enfance et les souffrances de l'enfance. Et donc, des choses qu'on cachait, qu'on mettait sous le tapis les années précédentes, tout d'un coup, ça remonte. Et en plus, on se sent le droit d'en parler. C'est-à-dire qu'avant, il ne faut pas en parler. Et puis arrive un moment où on se dit, bon, il y a prescription. Bon. Et ça s'appelle l'autobiographie. Donc, ça peut en général, ça sort dans un bouquin. Là, c'est sorti un petit peu dans la pièce. Et il se trouve que mon père, qui a été l'homme le plus important de ma vie et qui m'adorait et que j'adorais, avait un aspect, une face noire extrêmement difficile à supporter et qui était et qui est la cause de beaucoup de mes angoisses et de mes tremblements de main. Il y a aussi l'alcool, mais enfin le sien d'alcool. Oui, bien sûr. Parce qu'il a tellement bu, je lui disais, tu as tellement bu avant ma naissance que j'ai déjà le foie niqué, je pouvais pas boire. J'ai jamais pu boire ce que j'aurais eu envie de boire, quoi. Voilà. Alors que nous, regardez Péroni, il est épanoui. Lui, il a jamais eu de problème. Il boit très peu. Je l'ai vu sur le terrain, c'est une légende. Il a quand même légué son foie au musée du Puy-Train, qui a refusé parce qu'il n'y avait plus la place. Hein. Comment il répétait ses pièces, Bernard Blier? Avec moi. Vous lui donniez la réplique? Oui, je donne la réplique, mais je pense que c'est très fréquent chez les enfants d'acteurs. Et là, c'était merveilleux parce que c'était un acteur génial, donc c'était formidable de le voir répéter. J'ai commencé à le faire répéter quand j'ai su lire, 7-8 ans. Et puis, donc je rentrais de l'école à 4h30, il me disait « Dépêche-toi de goûter, on a du boulot ». Et donc, j'allais dans son bureau, là, tout était prêt, je m'asseyais à sa place, c'est-à-dire derrière son bureau, il y avait la pièce, et lui, en robe de chambre, avec la pipe, il déambulait devant moi, il jouait son rôle, je lui faisais répéter, il me disait « Sois vache, à la virgule près, tu ne laisses rien passer ». Et moi, je jouais l'amant, le concierge, le facteur, la pute, enfin tout, et je lui donnais la réplique. Alors ça, évidemment, et ça pendant des années, c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé après pour faire le métier de metteur en scène et pour écrire. Vous lui avez fait répéter Tonton Flingueur? Ah non, ça c'était bien plus, on n'était déjà plus ensemble. Moi j'avais attaqué ma vie d'adulte. Non, c'est bien avant, des pièces de Marcel Achard, des pièces d'Henri Roussin, des pièces comme Le Crime Parfait, des choses comme ça. Première citation que nous a envoyée Madame Fournet, qui a dit « Un metteur en scène, c'est un monsieur qui a une grosse montre pour veiller à ce que les acteurs ne se débinent pas avant 19h. » Bernard Blier? Non. Non. Une grosse montre, c'est Seguela qui a dit ça, non? C'est un acteur américain. Non, c'est bien de chez nous. Sacha Guitry? Non, c'est plus récent. C'est plus récent. Jean Gabin? Jean Gabin, ouais. Non. Oh, bah, c'est la peine. Non.
Gérard Depardieu? Non, non. Hélas, celui qui l'a dit n'est plus de ce monde. Jean-Yann Carmet? Non. Audiard? Audiard. Ah, bien. Bonne réponse de Bernard Mabille, c'est Michel Audiard. Il y a de ça d'ailleurs quand même, hein. C'est le surveillant général quand même. Hein. Non. Mais c'est pas sa meilleure réplique à Audiard. Non. Non. Oh. Non, mais il était énervé par les metteurs en scène, c'est pour ça qu'il a dit ça. Il l'est devenu lui-même. Hein. Oui, mais là, il n'a plus dit ces choses-là. Oui. Et la deuxième citation, alors j'espère qu'elle trouvera davantage grâce à vos yeux, de Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « Un bon film, c'est celui qui vaut le prix du ticket, le prix du restaurant et le prix de la babysitter. » Woody Allen? C'est français? Alors, c'est pas français, mais ça n'est pas Woody Allen, car celui qui l'a dit est mort depuis un certain temps. C'est américain? Oui. C'est John Wayne? Non. C'est un réalisateur ou un John Ford? Réalisateur, entre autres, hein, parce qu'il faisait tout. Ah bah Charlie Chaplin. Charlie Chaplin? Non. Cécile B2000? Non. W.C. Field? Non. John Huston? Non. Hitchcock. Groucho Marx? Non. Non. Oh, bah, Bon, on les a tous faits, là. Ah non, attendez. Cécile B3000, on ne l'a pas fait. T'es en avance sur ton temps. Il faisait tout, Billy Wilder? George Bush, non? Il sait tout. Et je peux vous dire que... Reagan? Ronald Reagan? Non, le début de sa notoriété, c'est à la radio qu'il... Orson Welles. Voilà. Orson Welles, bonne réponse de Bernard Mabille. Mais on a vraiment vous sauvé l'honneur, là, in extremis. Il en manquait un. Question de Madame Laurette. Au cinéma, dans quelle matière sont faites les vitres qui explosent ou à travers lesquelles passent les acteurs? Sucre filé. C'est du sucre? Oui. Du sucre filé, vous confirmez? J'en sais rien. Je m'en fous, je dis mettez-moi une vitre et on fait passer Alain Delon à travers des... Et il se débrouille. Il se démerde, mais bon, c'est l'acteur qui vient voir lui-même. Faites-moi voir votre vitre, là, comment elle est, etc. Mais ça m'intéresse, je m'occupe pas de la matière. Non, mais enfin, il faut quand même que vous préoccupiez de la vie de vos interprètes. Oui, mais on a toute une équipe, on a des assistants, des accessoires, des cascadeurs. Des cascadeurs. Et non, mais je l'ai fait avec Delon dans notre histoire. Il se fait une baie vitrée énorme comme ça. Il le fait lui-même. Mais elle était en effet un petit peu au sucre, oui. Là, il en a mangé d'ailleurs. Est-ce que de donner une apparence humaine au cancer le dédramatise? Ça le dédramatise peut-être un peu, mais enfin, quand c'est joué par Albert Dupontel, c'est pas rassurant quand même. Hein. Non. Parce que le garçon, il a des gros yeux. Il est aussi sinistre dans la vie? C'est un garçon qui est capable de tout. Il peut être merveilleusement détendu et charmant compagnon, et carrément odieux, et tendu, et épouvantable 2 heures après. Voilà, mais il faut le savoir. Quand on le sait, il n'y a pas de problème. Ah, il devait être dans un mauvais jour quand je l'ai invité parce qu'il n'est pas venu. Ah bah oui, ça lui arrive. Oui. Il avait dit oui d'abord Non, il a toujours dit non, il est cohérent. Hein. Non. Alors, on a retrouvé un souvenir sonore, naturellement, de Jean Dujardin. Il nous avait interprété, là, impromptu, une version très exotique de Bambino. عينك بكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم مليوك اليوم وليت محموم راكبين الناس تمشي في الشارع حواس وكل ليلة قدام بابا تستنى حبيت وسوس يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالوا لي وليد معبول ما زلت برجع لحالو تلعب مزيان بلا موندولين يا ولدي بامبينو je le sais à vie ça maintenant. Il a une fantaisie incroyable. Hein. Vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir ça toute la journée? Vous voulez dire que pendant le tournage de ce film qui est dramatique, il continuait ses facéties en coulisses? Oui, un très gros déconneur, et comme moi aussi, et Albert Dupontel aussi. Hein, oui, c'était. Mais vous savez, quand on tourne une histoire noire, on rigole beaucoup plus que dans une comédie. Hein. Oui, il faut se libérer un peu. Se libérer, oui, c'est sûr. C'est comme les enterrements. Les enterrements, quelquefois, il y a des fous rires. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Le moins marrant, c'est le mariage. Là, on peut pas se réjouir, c'est pas possible.
Il manque la bière, déjà. Heureusement, il y a le pinard, mais bon... Question de Monsieur Borel de Murol. À la fin du 19e siècle, un fait divers jeta le discrédit sur le cinéma qui n'en était qu'à ses débuts. Lequel? Ça rendait aveugle? Non. Non, c'est le feu, non? C'est le feu. Alors, expliquez un peu plus. La pellicule a pris feu, ou le cinéma a pris feu. Alors, qu'est-ce que c'était? Cet incendie qui a fait 25 morts et 100 blessés. Les frères Lumière? Non, c'était pas le... C'est le bon marché? Non, c'était... Alors, on n'est pas loin, mais ça, c'était une autre raison sociale. Au bonheur des dames? Non, non. Une autre raison? La Samaritaine? Non, c'était d'ailleurs pas loin de la rue Bayard, je crois. Juste à côté, là. Ça s'appelait pas le bonheur des dames, ça s'appelait... Le grand bazar, Alors, pas le grand bazar, le petit bazar. Le petit bazar. Le bazar de l'hôtel de ville. Non. Bah, pas de l'hôtel de... Le bazar de chez mon beau-frère qui range jamais rien. Non. Le bazar parisien. Non. Le bazar. Alors, le bazar de la charité. Le bazar de la charité. Voilà. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Le bazar de la charité. C'est rue Jean Goujon, à côté Oui, à côté. Donc, le bazar de la charité. Et tout ça parce que le projectionniste avait gratté une allumette à côté d'un bidon d'éther qui alimentait à l'époque la lampe du projecteur. Oh là là là. Et la Aujourd'hui, pellicule était flamme. c'est plus sécurisé. Oui, en plus, hein. la pellicule brûlée. La pellicule brûlée, oui. Mais il n'y a plus de projectionniste. Il n'y a plus rien maintenant. Ah non, il n'y a plus rien. Même plus de spectateurs. Vous vous souvenez de Coluche? Très bien. C'est un comédien facile à diriger? Pas du tout. Ah bon? Ah ben non. Il a été facile peut-être avec d'autres, mais avec moi, c'était... moi, j'ai fait un film avec lui juste avant qu'il prenne son virage d'acteur dramatique, c'est-à-dire avant Ciao Pantin. Et donc, il n'avait pas encore tellement envie de travailler. Et quand je lui disais, on tournait une prise, et quand je lui disais, on va en faire une autre, je lui demandais une petite variante, il me disait, ah, mais t'aurais dû prendre un acteur professionnel, et il voulait pas le faire. Ah oui? Oui, c'était très difficile. Mais enfin, on était restés très bons amis, et on avait envie d'en faire un autre, mais on s'est un peu frité, oui. Et vous tolérez l'improvisation sur vos plateaux? Ah, pas du tout, non. Non. Ah, vous voulez dire devant la caméra? Oui. Ah non. Non? Ah non, ça n'a pas d'intérêt. Ah, quelquefois, quand il y a une fulgurance d'un acteur... Il y a rarement une fulgurance chez un acteur, vous savez. Il vaut mieux que ça soit sur le papier avant, quand même. Hein. Et chez une actrice? Alors là, c'est différent. Il y a des fulgurances dans les reins. Ah oui, dans les reins. Oui, oui. Question de Madame Léger de Reims. Pourquoi les acteurs français qui étaient chargés de doubler Laurel et Hardy se crurent-ils obligés longtemps d'avoir un accent anglais à couper au couteau? Parce que Laurel et Hardy s'étaient doublés eux-mêmes en français. Exactement. Avec un accent. Bonne réponse de Perroni. Alors nous avons cherché aussi des souvenirs de vos deux principales actrices. Belle affiche d'ailleurs que celle qui réunit à la fois Annie Dupéret et Myriam Boyer. Alors Myriam Boyer, elle avait évoqué à ses débuts une petite gaffe parce qu'elle n'était pas très physionomiste. C'était au théâtre de l'Atelier. C'était George Wilson qui préparait, qui m'avait auditionné. C'était une de mes premières auditions. Et puis je prends un taxi avec une dame. Et dans le taxi, je dis oh là là, j'aimerais bien être prise pour cette pièce parce que il y a Suzanne Flon. Et le lendemain, on me téléphone et puis on me dit ah, vous avez bien plu à Suzanne Flon. Je dis ah bon, elle était dans la salle, elle a entendu l'audition. On me dit non, vous avez pris le taxi avec elle. Ah, c'est un personnage aussi, hein? Oui, oui, jolie histoire. Elle doit s'épanouir d'ailleurs dans ce rôle un peu excessif, hein? On en est au début, alors il faut de l'épanouissement, il faut enlever un peu d'épanouissement, il faut voilà, parce que je fais la mise en scène aussi, donc je suis là pour les surveiller, les aider. Et oui, bah, c'est une actrice fantastique. Vous venez vérifier tous les soirs comment Pas tous les soirs, mais je viens beaucoup en ce moment, oui. Après, je vais m'espacer, ça va s'espacer, mais il faut que le metteur en scène, il ne faut pas abandonner son équipe. Il faut être là. Et puis la pièce étant un peu mystérieuse, j'y découvre des choses à chaque fois.
Et on a juste... Mais on sent qu'elle vous plaît bien, la pièce. Maintenant, oui, j'ai eu peur de la mettre en scène, et j'ai eu peur de l'écrire d'abord. Et puis ensuite, maintenant qu'elle se dresse et qu'elle se met à vivre, elle me plaît bien, oui. Mais le public me plaît bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire entre la pièce et le public. Question de Madame Potiez. Qui fut la première actrice à avoir embrassé une autre femme sur la bouche au cinéma? Mae West? Non. Greta Garbo? Greta Garbo. Oui. Qui a dit ça? C'est Monsieur Mabille. Monsieur Mabille connaît tout du cinéma. Il l'a très bien connu, non? Oui. Ah bah oui. Il s'est repassé plusieurs fois. C'était dans quel film? Les Colosses de Timbre? Parce que Marlène avait aussi embrassé une femme. Ah mais après. Elle avait embrassé qui, on le sait? Une autre femme. Oui, très bien. Même avec le temps qui passe, quand on voit les photos de Garbo, c'était une jolie femme. Oui, hein. bah oui. Elle a été pas mal. Jolie, oui. Elle est moins bien maintenant, mais elle a été très belle. Mais Elle n'a pas une tête démodée, ça, je veux dire, elle avait une beauté. C'était une beauté moderne déjà. Oui. Régulière. Alors en revanche, quand on voit Rudolph Valentino, on comprend pas hein, l'engouement. Ah, il était très apprêté. Pourquoi? C'était une femme aussi? Oui. Il était maquillé. Maquillé, gominé, ridicule. Et la légende veut qu'une vingtaine de femmes se soient suicidées sur sa pierre tombale, alors qu'il leur avait pas fait de mal de son vivant. Boulot. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais j'ai échappé parce que j'étais pistonné. Il y avait le papa. Il y avait le papa qui m'a présenté 2-3 mecs intéressants. Et j'ai travaillé tout de suite. Mais c'était des petits boulots quand même, mais c'était des petits boulots dans le cinéma. Alors, ça consistait à apporter la bière à Francis Blanche, par exemple, des trucs comme ça. Francis Blanche, j'ai des anecdotes avec lui parce qu'il avait... le premier film que j'ai fait, c'était à Billancourt, au studio de Billancourt. Ça s'appelait Okemambo, un film de John Berry. Oui. Avec Dario Moreno et Magali Noël, et tout le monde, il y avait tout le monde, il y avait Carmet, je me souviens que Carmet, un jour, il avait pris une télé, il y avait un cadre de télé vide, il avait baissé son froc, mis son cul dedans, et il avait dit, vous avez vu ce qu'il y a sur la chaîne, sa première chaîne ce soir? Voilà, j'ai commencé comme ça. Alors, bon. C'est bien. Et quant à Francis Blanche, que j'allais chercher dans sa loge 14 fois par jour, il avait une loge avec double porte, c'est-à-dire qu'il avait une porte pour que la première femme puisse rentrer, pendant que la seconde sortait par la deuxième qui donnait derrière. Alors il m'avait expliqué tout ça, fais pas de conneries, môme. Tu tapes 2 fois, tu tapes 3 fois, il y avait tout un truc. C'est vrai que jusqu'à la fin, il avait ces 2 ménages où il prenait 2 repas d'affilée. Hein. Il devait en prendre plus de 2, moi, à mon avis, oui. Quoique, il avait beaucoup maigri, et c'est de ça d'ailleurs qu'il est mort. Hein. Oui, mais moi, c'était un type que j'ai adoré, il faisait tellement rire, il était drôle. Je l'ai connu en Papa Schultz, j'ai fait Babette s'en va en guerre aussi, comme assistant. Et alors, quand j'allais le chercher au bar de Saint-Maurice, je lui disais, monsieur, nous sommes prêts à tourner. Il se retournait vers moi et me disait, tu vas leur dire qu'ils aillent se faire enculer. En uniforme allemand, c'était impressionnant. Donc, Anelka n'a rien inventé. Le souvenir sonore de votre seconde actrice, Annie Dupéret. Elle était, elle, très remontée contre certaines publicités. Il y a des années, j'avais fait une petite pub pour la radio, vous savez, comme ça arrive, comme ça, pour une petite crème de beauté, etc. Et il y avait des publicitaires qui avaient inventé un terme. Je leur ai dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas dire une connerie pareille, quand même. Mais c'est pas possible. On m'a dit, si, vous savez, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est très bien. Je dis, bon, bah écoutez, enfin, ça m'étonnerait que ça marche, parce que anti-âge. Incroyable. Bah et oui, depuis, j'ai vu que quand même, toutes les marques en cœur avaient repris cette connerie incommensurable. Et on a même une autre, anti-temps. J'ai vu ça sur un truc. Enfin, c'est un tout petit coup. Je trouve ça insensé. Au moins, ça annonce bien la couleur, quand même. Ah, pas du moment. C'est comme il y avait un. De ces publicités souvent, même m'horripilent comme ça. J'avais boycotté un fromage blanc un jour. Ah oui? Je ne voulais plus l'acheter. Parce que c'était marqué
battu en pleine campagne. Ah oui, ça c'est... Ah oui. Et je ne supportais pas Ça, qu'on c'est me pas prenne gentil. pour un Oui, con le à ce point-là. Ah, c'est une femme de caractère et de talent et qui écrit bien aussi. Hein. Elle a écrit un très beau livre. Très joli livre dont nous avions Elle parlé. en a écrit plusieurs, mais... Le premier baiser. Le premier baiser, vous voulez que je vous raconte? Ah bah bien sûr, même vous pouvez le mimer si vous voulez. C'était avec une fille, hein, je tiens à prévenir. Bon, d'accord. On a les idées larges, alors. Et alors, donc, ça n'a pas bouleversé ma vie. Sur le moment, oui, mais bon, j'avais 15-16 ans, je sais plus. J'étais en Angleterre pour apprendre un peu l'anglais, naturellement. Apprendre la langue. Oui, et je me suis retrouvé avec des Belges et des Suisses. Évidemment, j'ai pas appris un mot d'anglais, mais j'ai appris à rouler une pelle, oui, avec une jeune fille charmante qui était une Française, évidemment. Ah, le dernier jour de mon séjour, c'est comme souvent quand on est en vacances, c'est le dernier jour que ça se passe. C'est dommage, oui. Mais je l'ai revue après. Ah bon? Ah oui. Ah bon. Et donc voilà, c'était un premier baiser. Alors, à quoi elle ressemblait? L'anglaise. Elle était française. Elle était non, parce que les anglaises, c'est des très grands pieds, c'est différent. Donc dur à atteindre. Moi j'avais une anglaise, une des premières, elle mettait pas la langue. Ah bon? On avait l'impression d'embrasser un trou. Ah oui, Elle collait sa langue au palais en haut. Oui. C'est bizarre, ça fait bizarre. Attendez, vous dites que les Anglaises ont des très grands pieds, c'est pas gênant pour embrasser quand même, ça? Oui, ça change. Non, pas du tout, mais sauf quand elles marchent sur les nôtres. Ah oui. Mais De Gaulle a appris aussi ça à Londres. L'appel du 18 juin, ça vient là. Et vous l'avez revu après? Je l'ai revu un petit peu, mais ça n'a pas été très long, oui. Non. Je me suis beaucoup occupé de mes études après. Si ça se trouve, elle est toujours jeune fille. Non, c'est pas possible de nos jours. Oui, mais enfin, maintenant, elle doit avoir mon âge, hein, quand même. Et alors Peut-être qu'elle est entrée dans les ordres par désespoir de ne pas vous avoir revu. Je lui souhaite d'avoir vu le loup, quand même. C'est une histoire de sexe, mais sur laquelle vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. On fait en ce moment des enquêtes, et qui sont sérieuses, parce qu'autrement je ne me permettrais pas d'en parler, sur les remèdes pour aider les couples lorsque se produit une panne sexuelle. Il faut changer de bonne femme. Oui, un petit peu, oui. Changement d'herbage. Réjouis le veau. Réjouis les veaux. Et les Français sont des veaux, disait le général. Disait le général, bien sûr. Alors en fait, les prétextes qui sont invoqués, mais qui sont peut-être pas les causes scientifiques. Le travail. C'est la fatigue à 45%. Ah oui. La proximité des enfants à 35%. La matière grasse à 20%. Ça dépend du volume. Les soucis d'argent, 33%. Et la migraine ne vient qu'en 4e position à 28%. Dans quelle position? Chez les femmes. Hein, chez les femmes. Les hommes n'ont pas la migraine. Si, on a les migraines aussi, mais on ferme notre gueule. On baisse quand même. On se dit ça va la faire passer, justement. Oui, ça la fait passer, bien sûr. Donc si vous avez la migraine et des ennuis d'argent en même temps, c'est mal barré. Hein. Donc les mecs qui ont des soucis d'argent, ils vendent plus. Voilà. En tout cas, ils disent que ça leur ôte leurs moyens. Tu as remarqué ça? Ils n'ont plus goût à rien après. Je sais pas, moi je rencontre beaucoup de chômeurs. Oui, mais c'est l'assistante sociale qui vous parle. Là. Après toi, ils n'ont plus de soucis d'argent. Et ils te mettent au RMI tout de suite. Non, mais je veux dire, ça les empêche pas d'avoir. Mais tu les payes avant? Ah oui, mais t'as une spécialité, ce sont les chômeurs. Ouais. Et oui, parce qu'ils ont du temps libre. Oui, c'est ça, évidemment. Oui, puis ils sont habitués à pointer. Oui. Ils sont pas forcément. Ils leur pas sur l'or. Les pauvres, c'est des jeunes et tout ça. Oui, vous faites le jeune chômeur, vous faites pas. Tu fais le vieux chômeur. Senior sans emploi. Tu fais le trottoir devant la NPE. Pas du tout. Tu fais pas les retraités. Tu fais les chômeurs, mais pas les retraités. Oui. Non, mais et les cougars pour démunis. Et alors, il arrive que ces jeunes chômeurs ne rendent pas les services que vous attendez d'eux? Non, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Non. Ils ont les bourses vides avant, mais...
Non, parce qu'ils sont bac plus 12, quelquefois, maintenant, les choses. C'est-à-dire qu'ils viennent sachant ce qu'ils vont faire. Donc, je veux dire, psychologiquement, ils ont une idée, en tout cas. Donc, ils ont pris éventuellement des médicaments. Non. Qu'est-ce que fait Robert aujourd'hui? Je vais tirer la vieille, viens, on y va. Hop là, ils y vont. T'en sais rien s'ils n'ont pas pris de médicaments? Non, mais ça se verrait. Ça se verrait, oui. Oui, ils auraient bleu. Vous constatez comme nous, Bertrand Blier, l'affaissement de la moralité. Ah oui, c'est terrible, confronté En même temps, vous vous rendez compte les sujets qu'on peut et même qu'on doit aborder à la radio? Oui, pour parler à tout le monde, parce que ça il faut concerne ouvrir tout le les monde. yeux. Alors, en cas de panne, il y a quand même des remèdes. L'eau chaude. On arrive. L'eau chaude. Ça dilate. Non. Il faut se mettre de l'eau chaude dans le... Non, j'irai pas chez Amanda, je me ferai bouillanter. Et l'eau chaude, il faut se mettre de l'eau chaude dans le tuyau, sinon ça brûle. Hein. L'eau chaude raffermit les œufs. Ouais. Et ouvre les moules. Quand on n'en a pas, il faut l'inventer. C'est la chaleur. Les problèmes d'érection sont des problèmes vasculaires, je vous le rappelle. Oui, absolument. Moi, j'ai pris une fois, du Viagra. J'avais pris un tout petit bout parce que pour voir, peur, évidemment, hein, c'est pour voir. D'ailleurs, ça me faisait la tête toute rouge, moi. Ça me rougit le haut de la tête. Mais ça me fait rien en bas, mais ça me fait la tête toute grosse. Ça bascule, ça dilate les... Ça bascule en haut. On n'est pas sorti du merdier, là. Alors, pour en terminer, mais bon, soyons précis et si possible, rendons service à ceux qui nous écoutent. En dehors des traitements médicamenteux, vous avez pour la panne érectile la pompe. La développante, oui. Oui, c'est-à-dire que vous trouvez ça en pharmacie et il s'agit de... Chez Decathlon, ils en ont aussi. Oui. C'est quoi la pompe? Mais c'est un truc que tu mets la zigounette dedans, tu pompes et ça aspire, ça fait un vide, non? Ça regonfle. Parce que si ça aspire, c'est plus la peine. Oui. Ah ben oui. Après, t'es vidé. C'est un peu comme les ventouses, il y a un truc de vide à l'intérieur. Ah, ça existe, tu connais bien. Ben oui. On en trouve dans les On sexes. parle que de cul, on parle pas de politique. Mais... Non. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Ah, vous vous souvenez là? Ce qui m'est arrivé de plus incroyable, c'est de me retrouver à Los Angeles, à Hollywood, pour la cérémonie des Oscars et d'avoir l'Oscar. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut courir, puisque tout va beaucoup plus vite là-bas que chez nous au César. On n'a pas le droit de parler plus d'une minute, enfin, etc. Et donc on court, et c'était un Oscar du meilleur film étranger, évidemment. Et donc, c'est très loin, on monte sur scène, il y a Yul Brynner et Natalie Wood, paf, on vous remet le truc. Et tout de suite, backstage, on a à peine le temps de dire merci et tout, et on se retrouve dans un ascenseur avec Cary Grant, tous des gens comme ça, très grand Cary Grant. Hein. Et alors, ça va tellement vite qu'on se retrouve après, il y a le bal du gouverneur après, qui va très vite aussi, on valse à toute allure, hein, là-bas, et on se retrouve dans une chambre d'hôtel tout seul, et on regarde l'Oscar qui est posé sur la commode, et là on réalise qu'on l'a eu, quoi. Mais il y a une espèce de folie, on n'a même pas le temps de savourer. Mais je croyais que les comédiens qu'on distinguait, c'était la plupart du temps assurer les services d'un dialoguiste pour faire un petit speech. Oui, peut-être qu'ils le font pour les Oscars vraiment américains, acteurs, actrices, metteurs en scène, etc. Peut-être ils le font. Ils le font pour les présentateurs, c'est-à-dire qu'il y a des scénaristes qui travaillent toute l'année pour préparer la cérémonie. Ce qu'on ne fait pas, je crois, par... Non, ça se sent d'ailleurs. Ça se sent, oui. Et alors voilà, mais pour les gens qui reçoivent, je pense qu'ils doivent se démerder quand même. Question de Madame Bresson. Quelle originalité présente le film Le train sifflera 3 fois avec Gary Cooper? Il n'y a pas de sifflement? Il n'y a pas de rail? Non, il se passe en temps réel. Il est tourné en temps réel. Il passe en temps réel. Oui, c'est vrai, oui. Bonne réponse de Perroni. Si toi aussi tu m'abandonnes. Non, il y avait l'autre version. Si toi aussi tu te tapes la bonne. Il y a toujours le mot pour rire. Hein. La boisson, ça aide. Hein. Non, mais c'est un des plus mauvais westerns du monde. Oh, mais avec Grace Kelly. Bah justement, oui, déjà, Kelly, au départ. Oui. Et non, mais si vous regardez Rio Bravo, c'est exactement l'inverse.
Howard Hawks a dit à John Wayne, on va faire un western, mais un vrai, ils ont pris l'inverse. Au lieu que ce soit le shérif qui court toujours après quelqu'un, donnez-moi un coup de main, il y a les méchants qui vont rentrer en ville. Eux, ils ont fait l'inverse. Et Rio Bravo est vachement mieux quand même. Ah bon? Enfin, j'ai dit ça comme ça, ça vous fait chier. Oui, mais ça crée un froid, quoi. Hein. Non, mais c'est bien, Rio Bravo. C'est en couleur. Oui. Alors que l'autre est en noir et blanc. Oui. On va parler maintenant d'énologie et faire éclairer notre lanterne sur des dégustations à l'aveugle, mais des vrais, où ceux qui boivent le vin ont les yeux bandés, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'étiquette. Ah bah c'est déjà ça. Bonjour Thierry Boss. Oui, bonjour. Alors, vous êtes bordelais. Tout à fait. Et il y a eu à Langon une fête du vin et du fromage où on a tenté, et paraît-il avec succès, ces dégustations à l'aveugle. Tout à fait. Alors, le but, c'était, je vous ai entendu parler de bandeau. En définitive, c'était pas le système du bandeau, c'était plutôt dans le noir, complet. Alors, le but, c'était de faire une dégustation. On avait vu ça sur une revue où il parlait d'un restaurant sur Paris qui faisait des repas dans le noir, ouais. Dans le noir. Et on a voulu remettre ça avec le vin. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu cruel et d'un peu choquant de se mettre dans les conditions de vie d'un non-voyant? Non, pas du tout. Non, c'était plutôt au contraire. C'est de décomplexer la dégustation. C'est-à-dire que là, en définitive, vous vous trouvez dans un milieu où vous perdez le côté vision, donc vous vous concentrez beaucoup plus sur l'odorat et le goût. Et alors, l'identification des vins est meilleure une fois que les yeux sont bandés? Meilleure, je sais pas. Je pense plutôt que les gens s'expriment beaucoup plus. La vue n'étant pas requise, d'autres sens sont plus développés. Voilà, tout à fait. Et après, on joue sur une autre chose très intéressante, c'est sur les couleurs. C'est-à-dire qu'on met aussi la pièce dans le rouge. Oui. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on fait une dégustation qu'avec des vins blancs. Oui, et les gens pensent que c'est du rouge, hein, souvent. Voilà, exactement. Ils pensent que c'est du rosé. Voilà, on fait déguster exactement 3 vins blancs. Et on dit aux gens, est-ce que vous pensez que c'est le même vin ou pas le même vin? En définitive, c'est le même vin, mais les gens perçoivent des fois des différences. Et quand on allume, ils sont surpris. Et quand vous rallumez, ça s'en mange pas un peu dans les coins? Parce que dans le noir, comme ça... J'attendais cette question. Non, on n'a pas vu pour l'instant. C'est la première. Hein. Vous êtes amateur de vin? Oui, mais pas dans le noir. Hein. Non. Dans le noir, je préfère lire. Et joue au cas. Dites donc, monsieur Boss, j'ai toujours été fasciné, et je ne suis pas le seul, par l'identification des grands crus, ou même des moyens, alors qu'il y en a des centaines, des milliers. Est-ce que les sommeliers arrivent à tout identifier? Ah, c'est une très bonne question. En plus, sur Langon, à la fête de Langon, il y a effectivement une dégustation qui se fait avec les champions de France et les champions d'Europe de dégustation amateur. Et c'est assez intéressant à voir. Parce qu'effectivement, des fois, ils arrivent à trouver jusqu'au nom du propriétaire. Ah oui, l'âge du propriétaire, le prénom de sa fille, il y a tout. Alors que les flics n'y arrivent pas. Voilà. Mais de toute façon, il arrive un moment où, sur certains crus, il est très difficile de se prononcer, hein. Il est très difficile, oui, parce que souvent les millésimes, c'est surtout une question de millésimes. Si vous avez des millésimes de très grande maturité, effectivement, des fois, on peut se tromper, surtout, je pense, à Bordeaux, entre un centimillion, des fois, et certains médocs, où on peut effectivement se tromper. Mais je pense que les gens bien avertis, qui font beaucoup de dégustations, se trompent rarement. Hein. Merci, monsieur Boss, merci. La cerise sur le gâteau de l'actualité, je vous propose de la décerner à un footballeur marocain. Oui. Alors là, c'est étonnant. Bon, il est à Rabat. Et il vient de saluer le public parce qu'il a arrêté victorieusement une balle qui allait entrer dans la cage dont il a la garde. Et puis pendant qu'il fait ses salam alek, le ballon qui a une certaine force d'inertie continue. Oui. Il passe la ligne. Il passe la ligne et il va dans le but. Tout seul. Et le but est accordé par l'arbitre. Oh le con. Ah, le ballon a continué de rouler. C'est drôle. Le PSG devrait racheter ce ballon parce que c'est plus Ou le ballon qui rentre tout seul, ça aide. Hein. Il y en a beaucoup en politique qui marquent des buts contre leur propre camp. Hein.
Bah, regardez Eric Vors, il a bien... Démission. Alors, la palme du mauvais goût, très disputée toujours. Ah hein. oui. On peut quand même, là, l'attribuer aux Chiliens qui, pour des raisons... pas très désintéressés, font le pèlerinage de l'endroit où les 33 mineurs sont enterrés. Alors, vous avez, on l'a dit déjà, les anciennes amantes ou les maîtresses supposées qui essaient de faire valoir leurs droits. Mais toute une théorie de commerçants qui viennent pour se faire de la pub à bon compte. Alors, il y a, par exemple, il y a un milliardaire qui a signé un chèque de $10 000 pour chacun des mineurs enterrés. Bon, c'est bien, mais enfin, ils sont pas prêts de le toucher tout de suite. Il y a un chocolatier qui a envoyé 100 kilos de chocolat, mais aux familles. Oui. Bon, ça c'est gentil. Il y a un restaurateur qui a offert 1 an de chouchi aux 33 mineurs quand ils sortiront de la mine. Oui, parce que le poisson doit être frais quand même. Mais en attendant, ils peuvent se faire du chouchi. Et puis... il y a des gens qui sont là uniquement pour dire je donne quelque chose qu'on voit pas d'ailleurs, mais comme ça la télé les filme. Mais dites donc, ça doit être dur sexuellement pour les gars sous terre. Oh non, ils sont 33, ils peuvent se débrouiller entre eux. Bien sûr. On les a entendu. Ça que je pensais. Oui. Ben, celui qui est en tête de cortège, l'autre qui est derrière lui dit, dis-moi 33. Le plus dur, c'est les besoins naturels. Où ça va, tout ça. Ah bah, ils font comme les chiens, ils sont déjà enterrés. Bah oui, c'est ça, oui. Ils font un trou. Oui, un feuillet. Cela dit, nous, ça fait des années qu'on est dans le trou de la sécurité sociale. On se plaint pas, je veux dire. Bah voilà où on pourrait faire une nouvelle grotte de Lascaux, dans le trou de la sécu. Oui. Il y a la place, hein. Le trou des retraites. Il y a un autre gouffre qui n'est pas exploité touristiquement, c'est celui qu'a creusé M. Bernard Mabille à Montmartre. Oui, quand t'es tombé il y a 2 ans, là, 30 mètres de profondeur. C'est pas encore rebouché. Non. Il y a une plaque. Il y a une plaque, oui. Ah, on le sait seulement maintenant, mais bon, on a risqué le pire. Il y a 2 astéroïdes qui ont frôlé la Terre. Oui. Il paraît, mais enfin, frôler, alors, tout est relatif. Attendez, frôler, je vais vous dire exactement, parce que j'ai mesuré, frôler à quand même 200 000 et quelques kilomètres. Ça fait quand même... Mais il paraît que c'est très très proche, enfin, dans le cosmos. Dans l'univers. Et c'était quand, ça? Tout est relatif. Vous pensez que notre distance... Je me suis senti bizarre, moi. Oui, vous aussi. On est à combien de la Lune, nous, normalement? Je me suis senti frôler. Ah bah quand ça te frôle de près, t'as les poils qui se hérissent. On est à combien de la Lune? Pensez que 5 cm cette nuit. La Lune n'est qu'à... Ah oui, la Lune est à combien? 384 000 kilomètres de... Oui, donc c'est plus près que la Lune. C'est plus près que la Lune. C'est plus près que la Lune, mais moins loin qu'Uranus. La honte de l'invité d'honneur. Oui, un jour, je me suis fait honte, et j'ai encore honte, d'ailleurs. On a parlé des Oscars, et là, c'est à propos des Césars, où on m'avait demandé de remettre un prix. Le premier prix, d'ailleurs, c'était l'ouverture de la cérémonie, et donc j'y vais avec Charlotte Gainsbourg, qui était charmante et qui m'accompagnait, très mignonne. Et j'avais décidé de faire de l'humour. Très grave erreur au César. Il vaut mieux délivrer un message syndical ou un truc sur les intermittents. Mais l'humour, c'est... Alors, faire rire la salle des Césars, je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là. J'étais de bonne humeur. Je me suis dit, tiens, je vais faire le con. Et je suis arrivé avec comme j'avais été nommé premier fumeur de pipe à Saint-Claude, grâce aux relations de mon père, évidemment. Et vous savez, quand vous êtes nommé premier fumeur de pipe, on vous offre une pipe énorme avec votre visage qui est sculpté dans le fourneau. Donc ça fait un engin, un madrier colossal. Et donc j'étais venu avec ça et j'ai fait des plaisanteries là-dessus et j'ai fumé ma pipe. J'ai pas fumé ma pipe devant les caméras, mais je l'ai mise en bouche et j'ai eu l'air d'un con et personne n'a ri. Et j'ai eu très honte. Et tous les gens sont gênés quand j'en parle. Ils détournent la tête.
Enfin, il est rare qu'on s'amuse dans cette cérémonie. Très rare, oui. Ah oui, c'est même sinistre, c'est drôle parce que tout le monde devrait être heureux. Il y a un ou deux mecs qui ont fait rire. Il y a Coluche a fait rire. Oui. Et Jamel. Ah oui. Jamel, il a fait très fort avec la ministre, là, quand il était monté sur... C'était qui? Trottmann. Oui, c'était Trottmann. Oh là là, il était monté s'asseoir sur les genoux de Catherine Trottmann. Il bien monté. Hein. Il y a longtemps que ça ne devait pas lui être arrivé. Oui, mais il avait de quoi s'asseoir. Oh là là. Non. Question de Madame Gentil. Quel accessoire porte Sean Connery dans tous les James Bond? Je dis bien tous les James Bond. Une perruque, un toupet. Une moumoute, exactement. Parce qu'à partir de 21 ans, il commençait à perdre ses cheveux. Bonne réponse collégiale. Et voici la dernière citation que nous adresse Madame Clément Damien, qui a dit « Molière était un auteur dramatique qui jouait ses pièces. Sacha Guitry est un comédien qui écrit les siennes. » C'est un critique qui a dit ça, non? C'est pas un critique, c'est un auteur lui-même. Et... Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Bravo, Monsieur Chevalier. Et c'est Amanda Lear qui va raconter l'histoire du jour, une histoire que nous devons à Monsieur François de Rennes. C'est Lucille, la vieille Lucille fête ses 90 ans. Alors sa famille lui a réservé tout un restaurant, la fête bat son plein. Et puis pour ce moment, il y a un de ses petits-enfants, le petit Hervé, 50 ans, qui lui dit grand-mère, alors excuse-moi évidemment d'aborder ce sujet, mais enfin, vu ton grand âge, il serait peut-être temps de penser aux obsèques. Hein. Alors est-ce que tu as des souhaits à formuler pour ton enterrement ? Alors là, la discussion s'arrête, tout le monde est suspendu aux lèvres de la vieille mémé, Lucille, qui répond « Je veux être incinérée ». Ouf, ah bon, très bien. Alors Lucille a bien pris la question, elle y a répondu avec intelligence, mais elle ajoute quand même « Et je souhaite aussi que mes cendres soient dispersées sur le parking de Leclerc. » Oh, et moi, général, on dit « Mais enfin, mamie, pourquoi le parking de l'hypermarché ? Mais tu ne souhaites pas qu'on conserve tes cendres plutôt au funérarium ? » Ah non, je préfère le parking de Leclerc, car au moins là, je suis sûr que vous viendrez me voir 2 fois par semaine. Je recevrai prochainement Claude Lelouch, Roland Giraud et Maïké Janssen, ainsi que Catherine Rich. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de retrouver Bertrand Blier, à la fois pour son film et pour sa pièce. Merci, bravo, à demain.